Monsieur Mohamed Chafi, président de l'Autorité nationale indépendante des élections, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Alors nous sommes à quelques heures du lancement de la campagne électorale pour la présidentielle du 7 septembre. Est-ce qu'on peut dire que tout est fin prêt pour débuter, pour le début de cette période cruciale dans le processus électoral? Merci pour votre invitation et pour votre question sur la préparation de l'année de scrutin. Est-ce qu'elle est prête? Est-ce que... pour résumer, une réponse, la préparation de cette élection, de ce scrutin, a commencé pour l'année en 2022, à l'occasion de la préparation du plan de développement stratégique de l'année 2022-2024. L'objectif stratégique qui a été inscrit est la préparation de l'élection présidentielle de 2024. Donc, en quelque sorte, on n'a aucun mérite à être présent le jour J et à être présent au lancement de la campagne électorale. Aussi bien sur le plan organisationnel, sur le plan des documents électoraux, la fabrication même, la fabrication des procès-verbaux d'élection a été terminée et envoyée à l'étranger, même pour les Algériens et les Algériens. Déjà, elle est disponible dans les consulats et ambassades concernés par l'élection présidentielle. Et comme vous le savez, c'est 117 commissions électorales à l'étranger. Donc, environ 1 million d'électeurs algériens, pour résoudre le chiffre exact, et là, si vous voulez que je le donne aux électeurs, c'est pour résumer en quelque sorte, aller plus rapidement. Donc, y compris les bulletins de vote sont en voie d'impression. Les bulletins de vote eux-mêmes, puisqu'il faut que les photographies des candidats soient validées par les candidats eux-mêmes. Toutes ces mesures ont été déjà prises. C'est une opération que vous avez commencée juste après la validation des candidatures par la Cour constitutionnelle. Oui, la préparation, vous l'avez bien dit. Mais moi, maintenant, j'en suis au niveau de l'impression, au niveau de l'imprimerie officielle. Les travaux d'impression ont commencé hier. Vous êtes donc à la pointe de l'information. Et il s'agit, il ne faut pas oublier, de préparer les bulletins pour environ 24 millions d'électeurs. De 24 millions 300 000. Vous avez l'information ce matin. Donc, moi, je résume environ 24 millions et demi d'électeurs, ce qui demande pratiquement au moins le double en bulletin de vote, et à faire parvenir aux quatre coins du globe. Des Algériens, des électeurs algériens en Australie, il y a des électeurs algériens en Asie, il y a des électeurs algériens dans les pays arabes, il y a des électeurs algériens en Europe et des électeurs algériens en Afrique. Donc, ces 117 commissions électorales à l'étranger expriment bien la présence des électeurs algériens à travers le monde, et on doit leur garantir l'exercice de leur droit de vote dans les mêmes conditions que les Algériens en Algérie, c'est-à-dire le vote secret, le vote libre, le vote transparent, tout ça doit être garanti. Garanti, je dis bien garanti, c'est pas assuré, garanti, puisque le droit électoral algérien se particularise par cela, en ce qu'il constitue le libre choix. Le libre choix comme une garantie qui pèse sur les épaules de l'organisme chargé d'assurer l'organisation de ces élections. Il doit garantir le libre choix du citoyen. C'est le garantir en termes de préparation, le garantir en termes de protection après le vote, et le garantir en termes de lutte, je crois que ça fait partie d'une de vos questions, en termes de lutte contre la fraude et les falsifications.
Nous allons y revenir dans quelques instants pour revenir sur les conditions matérielles. Il y a également les espaces d'affichage qui ont été, les surfaces d'affichage qui ont été réservées, identifiées, les salles également, peut-être même adaptées, puisque la campagne électorale est particulière cette année. Oui, oui. Oui, vous avez raison de le dire, madame. Je vous félicite parce que c'est comme si vous étiez un partenaire actif de l'ANI. Vous avez vraiment déterminé les principaux aspects qui doivent être pris en charge dans cette saison. Nous sommes au mois d'août. C'est pas c'est évident pour les gens de suivre pendant 1 heure ou 2 heures de temps un meeting. Par conséquent, nous avons pris des dispositions réglementaires pour demander donc aux autorités locales, à M. Liouali, etc., d'assurer une climatisation des salles de meeting, une climatisation suffisante. Ensuite, on a aménagé aussi des horaires pour que cela, en fonction des conditions locales et à la demande des intervenants, de prolonger les horaires de meeting au-delà de 20h jusqu'à 21h, selon le cas, jusqu'à même 21h, 21h30. Et en cela, nous considérons que l'organisation des meetings ou des rencontres des candidats avec les électeurs ne sont pas des manifestations. Donc, la loi permet, dans ce cas, puisque c'est des réunions, elle permet plus de souplesse pour l'organisation des réunions que pour l'organisation des manifestations. Par conséquent, toutes les conditions seront réunies en termes donc d'adaptation au climat des différentes régions de notre continent algérien et aussi au niveau de la climatisation des salles qui seront peut-être pas un confort puisque les gens ne vont pas pour le confort mais pour beaucoup plus, mais quand même ensuite des mesures pour assurer aussi une surveillance médicale, donc comme nous l'avons fait dans les précédents scrutins. C'est une simple surveillance, c'est une simple précaution, la distanciation, etc. Voilà. S'agissant du volet médiatique un petit peu, vous avez commencé les enregistrements ont commencé pour l'expression directe. Oui. Comment ça se déroule? Bah. Est-ce qu'il y a une coordination entre les candidats ou leurs représentants? Non, la coordination en termes n'est pas nécessaire. Elle n'est pas nécessaire puisque nous avons une commission chargée de l'expression directe au niveau de l'ANI et qui siège au niveau des studios de la radio, de la télévision, donc au siège même Palais des Nations. Et c'est à la demande de chaque candidat qui choisit selon le créneau qui a été tiré au sort. Il ne faut pas oublier, donc la distribution des créneaux horaires a été faite donc, par tirage au sort. Et donc chacun a un capital. Or, chaque candidat a un capital horaire qui lui appartient. Il décide de l'utiliser. Je vous donne un exemple. Voilà, par exemple, hier, bon, je vous donne en primeur, puisque les représentants des candidats, donc pour la première fois, deux candidats à l'élection présidentielle, donc se rencontrent donc, au siège de l'ANI, dans des réunions de coordination pour traiter des problèmes communs, entre autres, ce problème d'enregistrement. Bien, donc 6 minutes. 6 minutes, c'est peu de choses. Qu'est-ce qu'on peut dire en 6 minutes? Donc, ils ont eu l'idée de dire pourquoi ne pas nous permettre, ne serait-ce que pour le premier jour, de ramasser nos unités, 6 minutes, plus 6 minutes, plus 6 minutes, de faire un pack de 18 minutes chacun, et on enregistre pour le premier jour, qui sera donc diffusé le premier jour de la campagne électorale, 18 minutes au lieu de 6 minutes, 6 minutes plus 6 minutes. Donc, cela a été fait. Nous avons donc, en coordination avec
l'entreprise nationale de radio et de télévision, donc permis cela et les candidats ont enregistré aujourd'hui, donc aujourd'hui et hier, donc leurs interventions qui seront publiées à partir de demain, à partir du, elles seront publiées, elles seront publiées, diffusées plutôt, pas publiées. Je suis toujours victime de la presse écrite, donc elles seront diffusées demain, donc aux horaires convenus qui ont été tirés au sort en plus. Ça, c'est extraordinaire. Même les tranches horaires convenues pour certains ont été tirés au sort en présence des représentants des candidats eux-mêmes, donc au siège de l'ANI. Et donc, je dis, c'est vraiment les démarches qui sont en train d'être développées actuellement en tant qu'ANI, en tant qu'espace de dialogue entre les candidats. Je pense que c'est un acquis extraordinaire pour la construction de la démocratie dans notre pays. Les discours de campagne, ils sont encadrés par la loi. De quelle manière vous vous assurez qu'il n'y ait pas de dérapage? Bien. D'abord, il y a le discours de radiodiffusé ou télédiffusé. Bien. Ça, il y a la commission qui veille, la commission d'expression directe, qui veille au moment de l'enregistrement, qui fait donc ces observations, bien sûr. Ce n'est pas des observations de censure, des observations techniques ou juridiques lorsque le discours semble ne pas être compatible avec les dispositions constitutionnelles ou les dispositions légales, etc. Donc, soit le représentant du candidat, soit le candidat lui-même, quand il prend connaissance de ça, il change son discours ou il l'adapte. Au niveau du meeting, c'est la même chose. Donc, nous avons nos représentants locaux qui assistent au meeting. C'est nos délégués. Nous avons les délégués de wilaya et les délégués communaux. Donc ils assistent. C'est une autosaisine. C'est pas une autosaisine, ils assistent là, c'est naturel. C'est-à-dire, ils sont là, ils assistent, ils constatent, ils signalent, et donc le coordonnateur signale soit à l'intervenant, à celui qui fait le discours. Et je pense que il n'y aura pas ce genre de. Je pense que le niveau tel que le niveau sera quand même au niveau des attentes qui est suscité par les trois candidatures. J'ai eu l'occasion de répondre ce matin, je veux dire, aux questions des journalistes qui ont assisté ce matin à la conférence de presse. Trois candidats, c'est une marque de maturité du système électoral algérien. C'est quand même un niveau international. Il n'y a pas de pléthore comme on en a connu en 2019, 145 prétendants. Là, c'est trois candidats, donc des idées vont être étalées, comprises et assimilées par l'électorat. Et je pense que aussi les rapports entre les discours des candidats seront empreints, je pense, d'un respect mutuel. Je pense à travers les prémices de ce que nous avons vécu durant cette semaine entre les représentants des candidats, je pense qu'il y a une maturité du système. Je ne parle pas des candidats. Mon maturité s'applique au système. Il y a une maturité du système électoral algérien quand même. Le financement de la campagne est également réglementé, encadré. Oui. Déjà, les dons sont limités par personne, les dépenses plafonnées également. Il y a des mécanismes dans ce cadre. Oui. Pour cette question, je ne peux que rappeler certaines choses, puisqu'il y a une commission nationale de contrôle du financement des campagnes électorales. Et encore une fois, l'ANI a été hier le siège d'une réunion des représentants des candidats en présence avec la commission du contrôle du financement. Donc, pour poser toutes les questions sur ce qu'il faut faire, sur ce qui ne convient pas de faire. Et donc, c'était une réunion très instructive. Donc, les membres de la commission électorale ont répondu aux questions des représentants des candidats. Et donc,
Plus explicative. Bien sûr, Oui. explicatif. Parce que ce qu'il faut faire, d'abord, pour répondre aux conditions positives de la loi, en ce qui concerne donc le commissaire aux comptes, l'ouverture des comptes, les sources de financement acceptées par le droit algérien et les sources qui ne sont pas acceptées, parce qu'il y a une différence, une différence entre le droit algérien et le droit occidental, où le don des personnes morales est permis. Mais en Algérie, le don des personnes morales n'est pas permis. Un exemple, il faut qu'ils sachent ce que cela signifie. Donc, il y a eu en soi déjà une réunion avec la commission, une réunion préparatoire à la campagne électorale avec la Commission nationale de contrôle du financement des entreprises. Je pense que c'est aussi un pas positif dans la construction du système électoral démocratique en Algérie. Alors on est à la veille de la campagne électorale, mais les préparatifs, vous le disiez tout à l'heure, ont commencé déjà pour le jour J. En ce qui concerne la réquisition du personnel qui encadrera les centres et bureaux de vote, est-ce que ça a commencé? Oui. Oui, ça. D'abord, il y a les réquisitions, j'allais dire, qui sont répétitives. Donc, il y a certains personnels qui sont, par l'exemple des huissiers, à l'exemple des magistrats eux-mêmes dans les commissions électorales, à l'exemple des encadreurs des bureaux de vote. On ne va pas mobiliser de nouvelles... Il y a déjà un personnel rodé. C'est ce que je voulais dire. Oui. Bon, un personnel rodé nouveau. Un personnel rodé nouveau. C'était un personnel donc, qui a commencé à être mis en place à partir de 2019, à l'occasion donc, des élections présidentielles. Parce qu'il ne faut pas oublier que le mouvement qui a donné naissance à l'autorité était un mouvement de contestation du dispositif mis en place, y compris le dispositif humain. Donc, ce qui m'amène à vous parler de ce capital humain qu'on a construit depuis 2019, c'est les Hufad al-Amana. Donc, Hufad al-Amana, c'est un trésor. C'est un trésor pour l'Algérie. C'est environ un demi-million de jeunes volontaires universitaires qui se sont portés volontaires au lendemain de la mise en place de l'ANI pour permettre le renouvellement, je dis bien le renouvellement du personnel d'encadrement des bureaux de vote. Et renouvellement, ça veut dire évidemment changement du personnel. À l'époque, j'ai cru opportun de présenter nos excuses aux anciens encadreurs pour dire que ce n'est pas vous qui êtes en cause, ce n'est pas votre compétence, ni votre maturité, ni votre fidélité, ni votre loyauté à l'Algérie, mais le peuple a demandé le changement, donc nous devons opérer le changement. Et nous avons opéré donc le changement progressivement et systématiquement. Actuellement, donc, pour encadrer les bureaux de vote, il faut pas oublier, il faut environ 1 100 000 personnes pour permettre dans toutes les facettes. Et cette fois-ci, nous avons pris la décision de prendre une initiative pour hâter l'intégration des jeunes dans la vie politique. Quelle meilleure passerelle que celle d'encadrer les bureaux de vote pour aller directement au cœur de la politique nationale, au sens de prise en charge des préoccupations des citoyens au niveau de la gouvernance. Bien entendu, maintenant, sur le plan des programmes politiques, etc., le jeune va s'engager dans un parti politique ou dans une association pour la partie. Mais pour l'encadrement des bureaux de vote, on a décidé que les primo inscrits sur les listes électorales. Pourquoi on a dit les primo inscrits sur les listes électorales? Puisque un jeune en terminale, il a 18 ans. Donc c'est un électeur. Il faut qu'il s'inscrive. Et on a organisé donc la révision des listes électorales et on a enregistré, comme on l'a dit ce matin,
un apport de jeunes extraordinaires qui sont venus s'inscrire et donc l'adhésion des jeunes à ces révisions électorales peut-être sont des prémices pour une prévision d'une participation électorale, disons, respectable, compte tenu des us et coutumes électorales dans notre pays, selon les villes, selon les régions, mais les jeunes ont été donc inclus dans une proportion de 10%, comme je m'y suis engagé, de 10%, donc c'est ce qui fait quand même environ plus de 50 000 jeunes nouveaux qui encadrent les bureaux de vote, avec les aînés, bien sûr, qui, eux, restent sur place. Pour former peut-être une formation non, ils sont là, c'est-à-dire le fait d'être là, parce qu'ils peuvent participer activement au fonctionnement du bureau de vote, ensuite au dépouillement, ensuite ils voient qu'est-ce que ça veut dire un dépouillement, etc. Et c'est les cellules des futurs encadreurs des bureaux de vote, donc ils seront élevés dans la culture de la démocratie électorale. C'est aussi ça la supervision participative. Ça fait pas. Je vous félicite sincèrement d'avoir fait ce lien, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on entendait par supervision participative. Alors il y aura également l'accréditation des représentants des candidats chargés du contrôle des opérations de vote dans les centres et bureaux de vote. Est-ce qu'il y a déjà des demandes qui ont été formulées? Non, je ne pense pas. Encore... Bon, le dispositif réglementaire a été mis en place. On a pris les arrêtés nécessaires, etc. Mais je ne pense pas. C'est un court délai avant le jour J. C'est un court délai avant le jour J que cela se fait. C'est une étape qui précède la fin de la campagne électorale, qui la précède d'une semaine. Mais ce sera ce créneau-là, les derniers 10 jours ou les derniers 15 jours de la campagne. Donc, les candidats présenteront et donc l'année validera et donc ils seront présents dans les bureaux de vote selon leurs possibilités. Donc, 67 000 bureaux de vote. Donc, c'est pas évident. Mais le dispositif est là. Le dispositif est là. Et donc, c'est aux candidats de donner les noms au moment où on leur demande, c'est-à-dire une dizaine de jours avant le jour J, pour que les listes même des encadreurs des bureaux de vote seront aussi filtrées et donc éviter certaines incompatibilités concernant, parce que l'encadreur de bureau de vote est quand même quelqu'un qui participe à l'organisation du scrutin. Donc, voilà. Alors des moyens importants, des moyens humains, des moyens logistiques. Il faudra peut-être rappeler que l'administration est à la disposition de l'ANI et elle n'intervient pas dans le processus électoral. Il ne faut pas qu'il y ait... Très bien. Voilà. Dans le programme de développement stratégique, nous avons précisé que la loi prévoit obligatoirement dans 11 points la coordination entre l'ANI et les pouvoirs publics. Elle la prévoit. Mais elle la prévoit dans un sens, j'allais dire, unique. C'est-à-dire c'est à l'initiative de l'ANI. On l'a bien précisé, c'est à l'initiative de l'ANI. Les pouvoirs publics, donc, doivent constitutionnellement, en application de l'article 203 de la Constitution, mettre à la disposition de l'ANI les moyens nécessaires, constitutionnellement, selon les possibilités, bien sûr, de l'État. Ensuite, les collectivités locales. L'article 38 du Code électoral, les collectivités locales doivent mettre à la disposition de l'ANI les personnels nécessaires à l'organisation du scrutin. Mettre à la disposition des personnels. Ce n'est pas des recrutements, c'est des personnels qui sont donc habitués dans des collectivités locales. Donc, sur ce plan-là, nous avons quand même traversé le gué, pour ainsi dire. Maintenant, c'était effectivement quelque chose de stressant
en 2019. Mais maintenant, c'est quelque chose qui coule de source. Il coule de source, et donc nous avons le pouvoir de réquisitionner des personnes. Un exemple pour le traitement des fiches de souscription des candidatures. Bon, nous avons mis en place une application qui a facilité. Mais il a fallu quand même mobiliser plus de 20 000 officiers publics et personnel. Le personnel d'appoint était mis à la disposition de l'ANI par les collectivités locales. Il y a les officiers publics, mais il y a le personnel d'appoint. Ça, c'est les collectivités locales qui l'ont mis. Ensuite, pour l'étude manuelle des fiches de souscription, n'oubliez pas, les gens ils pensent que c'est 5 000. Bon, il y a des candidats qui ont ramené des dizaines de milliers de fiches de souscription. Il était impossible d'imaginer qu'on pouvait contrôler au guichet. Donc, et il a fallu mobiliser plus de 200 cadres de l'État mis à la disposition de l'ANI sur réquisition de l'ANI, à raison de 10 par ministère, donc plus de 20 ministères. Et donc, la télévision nationale est venue filmer par drone cette véritable fourmilière de cadres. Et donc, voilà un exemple. L'ANI n'aurait jamais pu recruter pour une semaine, recruter 200 ou 400 cadres pour une semaine, c'est inenvisageable. Donc la réquisition permet cette souplesse de mobiliser de la ressource humaine sans investir sur le moyen terme. Et donc, voilà. Sans immixtion, sans influence. Non, ça, sincèrement, c'est devenu un vocabulaire vraiment étranger, carrément. Parce que la charte déontologique, quand vous la lisez sincèrement, nous vivons sur une autre planète, sincèrement, par rapport à ce qui existait. Les progrès sont je crois que j'en ai une copie là. Voilà la charte d'éthique nationale qui a été signée donc par les partis politiques, quand vous la lisez sincèrement, l'engagement c'est pas l'engagement de l'État, ça. C'est l'engagement des partis politiques, des candidats, des 5 candidats de 2019, des associations civiles, etc. Ben, c'est une véritable charte. Ce n'est pas une charte d'éthique, c'est une véritable charte constitutionnelle, sincèrement, pour la construction de la démocratie électorale. Donc nous sommes en train de la suivre et nous constatons que les partis politiques qui ne sont pas actuellement engagés, puisque l'élection présidentielle, c'est l'élection d'un homme, même si les soutiens existent pour les uns et pour les autres, mais c'est l'élection d'un homme. C'est un homme qui s'adresse à ses électeurs. Ce sont les électeurs du candidat, ce ne sont pas les électeurs de ses soutiens, c'est les électeurs du candidat qui vont voter pour le candidat. Et donc, cette charte déontologique, elle est présente quand même, ne serait-ce qu'au niveau de l'équité. Au niveau de l'équité de traitement par les médias des interventions des uns et des autres, la charte l'impose de façon claire et s'est appliquée de façon claire. J'ai donné l'exemple, pour changer les 6 minutes en 18 minutes en une seule 18 minutes, il a fallu donc une convergence entre un consensus, etc. Ensuite, un tirage au sort pour tirer quel candidat va bénéficier de telle tranche, pas de telle autre. Et tout cela s'est fait en présence des représentants des candidats et sous le parrainage de l'ANI. Donc, non, nous allons sincèrement dans une bonne direction dans la construction du suffrage démocratique. On va revenir au taux de participation. Oui. C'est un enjeu important et surtout une préoccupation
non seulement en Algérie, mais dans d'autres pays. Est-ce que vous pensez que ce taux impacte la crédibilité? Bon, ça dépend de l'angle sur lequel on envisage la question. Si c'est sous un angle juridique ou un angle de sciences politiques, peut-être on peut associer le taux de participation à la crédibilité de l'élection elle-même dans un pays que je ne nomme pas par respect, voilà, d'un pays que nous connaissons très bien, dont nous avons hérité de la législation, etc. Le taux de participation constitue une condition de validité du scrutin, pas en vertu de la loi, par une jurisprudence du Conseil constitutionnel du pays en question. Donc, il peut y avoir des intempéries, il peut y avoir... Donc, le taux de participation ne dépend pas uniquement de la volonté des électeurs. Il peut dépendre de facteurs extérieurs à la volonté des électeurs. Donc, en Algérie, on n'a pas adopté ce système. En Algérie, quel que soit le taux de participation, l'essentiel, c'est que le peuple, l'électeur, a voté librement. Il était libre de participer, il était libre de voter et de voter pour qui il veut. Et cela a été fait, donc le scrutin est valable. Voilà, donc le taux de participation est perçu par les candidats eux-mêmes. Par les candidats eux-mêmes, bien sûr. Un candidat qui est élu avec 60% de participation serait plus heureux qu'un candidat qui est élu avec 30%, etc. etc. Donc, pas de participation, hein, pas de taux qui a été acquis. Oui. C'est la participation, indépendamment du résultat du vote. Alors la crédibilité de l'autorité indépendante des élections s'est construite au fil des rendez-vous électoraux. Il y a des garanties légales, constitutionnelles qui confèrent cette crédibilité, mais il y a également les différents exercices ou l'expérience acquise, n'est-ce pas? Oui, oui. Les différents scrutins qui ont été organisés par l'ANI, c'est un hasard de l'histoire. Ont pratiquement tous été des scrutins anticipés. Jusque-là. Y compris l'actuel scrutin. Je dis c'est une coïncidence de l'histoire ou un hasard de l'histoire. La première élection de 2019 était une élection qui n'a pas été programmée à l'avance pour être faite en décembre. Bien. Les suivantes aussi, les locales, les législatives, le renouvellement, tous ont été des scrutins anticipés. Ce qui donne une carte de visite particulière à l'ANI. Parce qu'organiser tous ces scrutins qui étaient anticipés et avec la réussite qu'a connu c'est l'organisation de ces scrutins, puisque personne n'a soulevé la moindre réserve sur l'intégrité de tous ces scrutins, y compris les observateurs étrangers. Quand je dis observateurs étrangers, ceux qui ont observé à travers la presse, parce que les observateurs étrangers, vous connaissez ma position là-dessus, mais quand vous trouvez une presse indépendante comme le Washington Post, par exemple, Washington Post qui est venu participer, il a fait, à l'époque, il a eu un entretien avec le président de l'année. Une semaine après, c'est le premier journal américain qui affirme que le président de la République algérienne a été élu avec régularité, etc. Donc ce témoignage, pas uniquement le Washington Post, ensuite les pays eux-mêmes, des pays occidentaux qui, pour la première fois, ont reconnu immédiatement la validité de l'élection du président de la République algérienne, ce qui veut dire que le scrutin a été maîtrisé dans tous ses aspects universels, c'est-à-dire donc la transparence, l'équité et l'indépendance. Ce sont les règles, donc le libre choix de l'électeur est une des conditions finalement de la crédibilité, quel que soit le nombre d'électeurs. Ces électeurs, est-ce qu'ils ont été libres dans leur choix? Et être libre dans leur choix, ça ne veut pas dire indépendant d'une contrainte extérieure. Non. Est-ce que
l'électeur a été mis à même d'apprécier les programmes pour lesquels il vote. Et ça, c'est un autre problème, c'est le problème de la formation des électeurs que l'ANI a mis en œuvre, qu'elle pense concrétiser pour les prochains scrutins avec donc l'appui du ministère de l'Éducation nationale, avec la société civile, et pour arriver donc à ce que nous avons appelé la compétence civique, pour dépasser l'esprit civique, pour dépasser l'engagement civique. La compétence civique, c'est l'un des programmes donc, que l'ANI pense mettre en œuvre, en encourageant à la fois la recherche académique électorale, et puisque maintenant il y a des candidats pour l'inscription dans les universités au doctorat en matière électorale. Et nous pensons que voilà, ça c'est des indicateurs indirects, mais des indicateurs qui permettent d'espérer et de rester optimiste quant à l'avenir de la démocratie électorale dans notre pays. Concernant l'expérience acquise, la maîtrise également, on a l'exemple de l'étape précédente. Oui. Il y a la Cour constitutionnelle qui vous a conforté dans votre travail. Ben oui, parce que merci d'ouvrir cette parenthèse. Vous savez, quand la Cour constitutionnelle a dit deux choses. Elle a donc confirmé les résultats. Ensuite, elle a dit deux choses. Un, que les dispositions d'organisation primaire avant le Conseil, par exemple la réception des dossiers, par le guichet de réception des dossiers, les différentes commissions de dépouillement, etc., n'ont aucune conséquence, ni positive ni négative, parce que la seule source de légitimation des candidatures, c'est le Conseil lui-même. Or, le Conseil a délibéré, donc le 24 heures avant l'envoi des dossiers à la Cour constitutionnelle, et notification a été faite immédiatement à la sortie de la délibération, et la Cour suprême, la Cour constitutionnelle a mis noir sur blanc pour chaque prétendant à la candidature et qui est devenu candidat après l'acceptation du dossier, la date et l'heure et la minute et la seconde à laquelle il a été notifié. D'ailleurs, certains candidats, comme certains partis, ont manifesté vers minuit pour dire que voilà, nous avons eu une notification, que notre dossier a été accepté, etc. etc. Donc, cette notification rapide, pourquoi? Parce que pour permettre d'abord aux gens d'exercer leur recours. Certains ont exercé leur recours immédiatement, d'autres un jour après, d'autres quelques heures après l'écoulement du délai. Donc, elle a conforté que le Conseil est la seule source de légitimation, pas les échelons intermédiaires de l'organisation administrative de l'ANI. Donc, quel que soit positive ou négative, elle n'a aucun impact sur la légitimité des résultats que l'ANI a. Ensuite, la Cour constitutionnelle a visé les arrêtés du président de l'ANI, a vu l'arrêté numéro 1, qui organise justement, entre autres, le recours à ces fiches qui étaient donc créées par l'imagination de nos ingénieurs. Et donc, la réglementation émise par l'ANI a été validée comme étant faisant partie désormais des normes juridiques, dans l'échelle des normes juridiques en Algérie. Et ça, c'est un acquis extraordinaire. Autre acquis, la maîtrise du fichier électoral, c'est devenu une opération routinière. Quand on voit les recours surtout, oui. Quasi voilà. Routinière, si vous voulez, c'est-à-dire répétitif, ce que vous voulez dire. Répétitif, donc quand on répète la même action. La maîtrise. La maîtrise, donc, je pense qu'on décèle, même, pour revenir au doublon, il y a des gens qui s'inscrivent sur 2 listes électorales, sans peut-être le faire exprès. D'autres qui s'inscrivent
et change de domicile sans faire cas de cela. Mais c'est détecté au cours, pratiquement de façon continuelle. Il y a ce qu'on appelle un audit interne de l'année du fichier électoral. Un audit avec donc le recoupement même avec le fichier national d'état civil. Avec le fichier national d'état civil. Donc, vous savez que le fichier national d'état civil, on l'a hérité dans l'ALEC. Il y a des gens qui ont des noms, qui n'ont rien d'algérien, des noms de famille, je parle, mais qui figuraient sur les listes électorales. Tout ça, il a fallu. Et on continue à épurer tout ça. On continue à épurer tout ça, donc grâce à l'informatisation qu'on a développée. Voilà, donc la maîtrise du fichier électoral, on peut dire que c'est un des acquis de l'année, parce qu'il faut préciser que le fichier électoral n'existait pas en tant que tel avant 2019. C'est la loi qui a créé l'année, donc en 2019, qui a dans son article 9 qu'un fichier électoral national est mis en place. C'est la seule. Un texte ultérieur, on précisera les modalités. Ce texte ultérieur, c'est le code électoral qui a mis en place, qui a confié, à travers un article, son article 10, confié à l'ANI la responsabilité donc de mettre en place ce fichier électoral. Et un des articles a confié au président de l'ANI la responsabilité de définir les modalités d'organisation et d'usage de ce fichier électoral. Ce qui a été fait, et donc maintenant, je ne dis pas que c'est de la routine, non. Je dis que ça fait partie maintenant des obligations naturelles de l'ANI. La veille du fichier électoral, comme la cyberveille pour protéger les systèmes informatiques. La protection des données. La protection des données, ça fait partie aussi des obligations de l'ANI. Même quand on remet à la disposition de quelqu'un une liste électorale, eh bien on veille à ce que les données personnelles qui y sont incluses ne soient pas divulguées. Voilà, comme je dis, c'est les organismes qui ont droit à demander. Par exemple, les candidats, ils ont droit à accéder au fichier électoral, à demander une copie de la liste électorale qui les concerne, même mais elle sera expurgée des données personnelles des électeurs. Alors, pour ces élections, est-ce qu'on s'attend à recevoir des missions d'observation internationale? L'observation internationale, il y a une demande. C'est celle de l'Union africaine. L'Union africaine n'a pas répété, mais pensons que si elle réitère sa demande, l'ANI l'acceptera, l'Union africaine. Pour les autres observateurs, nous avons retenu le principe donc que les observateurs des institutions internationales seront les bienvenus. Mais les observateurs des organisations non gouvernementales, pour le moment, nous considérons que ce n'est pas encore opportun de le faire. Donc, les seuls observateurs qui seront là, et seront en nombre, c'est la presse étrangère. La presse étrangère, il y a plus de environ 80 demandes d'accréditation qui ont été reçues par nous des 4 continents. Donc nous en avons déjà traité les 3 à une cinquantaine. Et donc nous en avons accepté une bonne partie. Et nous continuons à examiner les demandes qui viennent. Donc cette participation massive de la presse étrangère, je dis bien variée, c'est de tous les continents, des 4 continents, réellement de tous les continents. Et il n'y a pas que des journalistes, c'est de véritables organes de presse qui ont demandé à participer en tant que tels. Je pense que ce sera une observation objective, beaucoup plus objective que celle des observateurs physiques.
Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'expérience algérienne est reconnue à l'international? Je parle de l'organisation des élections, notamment des pays voisins, pays amis. Je pense que oui. Je pense que oui. Ma réponse est fondée sur le nombre d'invitations qui nous est adressé pour superviser des élections dans des pays amis ou bon, voisins, pas encore, dans des pays amis pour superviser des élections. Actuellement, le Venezuela, on devait superviser l'élection présidentielle qui s'est déroulée au Venezuela. Nous n'y avons pas été parce que ça coïncide avec notre propre scrutin. On a reçu aussi la demande de supervision de l'élection présidentielle en Russie, le président Poutine. Nous n'y avons pas été parce que nous étions aussi préoccupés par donc le Venezuela, la Russie, l'Inde au début. Ce n'est pas pour superviser, mais pour une coopération instaurée entre les deux pays. Donc, pas mal de pays nous sollicitent donc, pour participer à la supervision, et ce qui est un phénomène naturel. Parce que quand vous réussissez dans votre propre pays à organiser le renouvellement de toutes les institutions constitutionnelles sans aucune réserve interne et externe, ça veut dire que malgré tout, vous êtes devenu une référence. Une référence. Ce n'est pas une référence mondiale, mais vous êtes quand même une référence. On peut classer cette référence où on veut, Bon point, même si c'est une référence. C'est une référence. Le nombre d'invitations qui nous l'ambassadeur vénézuélien est venu lui-même donc aux États-Unis et devant la presse dire que nous insistons que notre élection soit sous la supervision de l'autorité algérienne des élections. Bon, on pense que nous avons acquis un certain standing international. Et la preuve en est que nous respectons les normes internationales. Parce qu'il n'y a pas de cadeau en la matière. L'audit est fait, que vous le vouliez ou que vous vouliez, à votre insu ou en votre présence. L'audit est fait. L'audit du système algérien est fait. Donc, les signes de reconnaissance de cette qualité sont un encouragement pour dire que nous devons aller en avant vers la formation des électeurs eux-mêmes. Ça, c'est un projet qui nous tient à cœur parce que nous voulons que l'électeur algérien soit réellement à même d'exercer librement son choix. Et le choix libre, c'est celui qui est fait en connaissance de cause. Donc il faut une formation et nous allons la poursuivre, Inch'Allah. Justement, l'autorité a une responsabilité envers le citoyen, l'électeur, garantir son libre choix, protéger sa voix. Comment faire face à la désinformation, notamment sur la toile et sur la pression qui pourrait être exercée sur l'électeur? Vous ne pouvez pas réserver une question plus facile pour la fin. Vous savez, le 21 et 22 juin 2023, l'ANIA a organisé un séminaire ayant pour titre « Les nouveaux challenges des processus électoraux démocratiques ». Et les nouveaux challenges, c'était ça. Comment assurer le libre choix? Qu'est-ce qu'un libre choix? Lorsque, par l'impact des techniques communicationnelles développées dans le cyberespace, la conviction de l'électeur et de tous les internautes est affectée par des programmes intelligents, c'est des algorithmes. Bon, nous connaissons tous comment ça fonctionne. Et à ce moment-là, l'électeur il a l'impression de choisir librement. Mais est-ce qu'il est réellement libre? Parce que est-ce que sa pensée a été maîtrisée totalement? Et ça, c'est un autre programme. Donc, comment lutter contre les fake news? Nous avons pris un arrêté, donc dans le cadre toujours de la démocratie participative, pour espérer organiser une mutualisation de la cybervigie entre tous les participants. Bon, actuellement, il y a trois candidats à la présidentielle, mais peut-être aussi les partis politiques pour les prochaines législatives, etc., pour assurer une cybersurveillance collective
pour lutter contre les fake news. Avait reçu un ancien ambassadeur d'un pays occidental qui a demandé une audience justement à l'occasion du séminaire des 21 et 22 juin 2023 où il a posé la question de la coopération. C'est un grand pays. Il s'agit d'un ancien ambassadeur des États-Unis, qui était ambassadeur dans les pays arabes et qui est à la tête maintenant d'une très très grande ONG qui supervise les élections au niveau des 5 continents. Donc, il a posé la question de la coopération en quoi. Bon, on lui a répondu tout simplement que la coopération, nous considérons que nous sommes la référence parce que nous sommes partis de zéro. Nous sommes partis de zéro. Donc, la seule coopération que nous demandons, c'est comment assurer la protection de la démocratie. Comment assurer la démocratie conformément à la déclaration du millénaire. Tous les chefs d'État en 2005 se sont réunis aux États-Unis pour dire l'objectif essentiel de la déclaration, c'est comment protéger la démocratie. Et pour dire comment, c'est d'abord le libre choix. Et donc l'impact des plateformes. Il y a une bénédiction. Nous l'avons dit dans notre programme stratégique que les réseaux sociaux, tout ça, c'est une bénédiction, mais qu'il faut savoir utiliser comme la technique du judoka, utiliser la force de l'adversaire pour le battre, donc utiliser la capacité des réseaux sociaux pour renforcer notre liberté de choix. Donc c'est aussi le programme dont je vous ai cité. En arabe, on dit le malaka. Le malaka, c'est un terme qui a été utilisé pour dire c'est l'ensemble des connaissances que l'individu réunit pour lui permettre de traiter de n'importe quel sujet. Donc c'est l'ensemble des connaissances. Il faut un ensemble de connaissances pour chaque matière, en matière électorale ou en d'autres matières. Donc nous voulons doter les électeurs algériens de cette capacité d'analyse des programmes politiques qui lui sont soumis et de voter en connaissance de cause. Donc c'est ça le libre choix que nous entendons. Monsieur Mohamed Choffi, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes président de l'autorité nationale indépendante des élections. Très bonne écoute.